L'éthique, la morale sont des mots plutôt galvaudés aujourd'hui, dont bien souvent les concepts restent flous et mal compris. Principe de bonne mœurs ou règles sociales, l'éthique joue un rôle déterminant dans le monde médical autant que dans la vie. On parle de bioéthique, de droit du patient, de relations de soins, mais comment se traduisent ces idées à l'hôpital et quelles réponses apportent-elles à des situations complexes où l'équilibre entre patients et soignants est parfois difficile à réaliser? Pour débattre de ces questions, j'ai invité aujourd'hui Jean-François Mattei. Jean-François Mattei, bonjour. Vous êtes le responsable fondateur de l'espace éthique méditerranéen, dont on parlera également sur ce plateau. Vous êtes actuellement le président de la Croix-Rouge française. Vous avez été ministre de la Santé de 2002 à 2004. Vous avez aussi été le rapporteur de la Commission nationale d'éthique lorsque vous étiez député des Bouches-du-Rhône et vous êtes en quelque sorte l'artisan des lois de bioéthique française de 1994. Vous avez aussi travaillé sur les lois d'adoption nationale et internationale de 1996 et de 2000. Mais votre premier métier, c'est d'être médecin, médecin pédiatre, généticien. Et d'ailleurs, vous avez enseigné la pédiatrie et la génétique et maintenant l'éthique médicale à la faculté de médecine de Marseille, où vous avez été de 84 à 2002 le chef du département de génétique médicale du centre hospitalo-universitaire. Alors vous avez aussi publié de nombreux ouvrages, je crois une dizaine en tout, sur l'éthique, la génétique, mais également des manuels scolaires, des manuels pour les collégiens et pour les lycéens sur la science et la vie de la Terre. Et puis un roman qui s'appelle Sonate pour un clone, je crois. Oui, on est en plein dans le sujet qui va nous occuper. Et vous avez aussi un livre qui s'appelle L'urgence humanitaire et après, chez Hachette. Alors vous n'avez pas pu nous l'amener, ce sera la prochaine fois. La prochaine fois, mais il y a aussi de l'éthique dans l'action humanitaire, naturellement. Certainement. On sent le lien sur toute la carrière que vous menez. Il y a un lien, car je veux déjà vous reprendre sur une chose. Vous avez dit que la médecine, la pédiatrie, la génétique avaient été mon premier métier. C'est mon seul métier. J'ai choisi ce métier et j'y reste fidèle. Simplement, je l'ai abordé selon les périodes par des approches différentes et complémentaires. À l'hôpital, au lit du malade, et puis en s'impliquant davantage dans les textes et les règlements de notre République, mais pour la santé. Et puis maintenant, la médecine humanitaire, je n'ai qu'un métier, je suis médecin. Alors, on va parler d'éthique aujourd'hui, Jean-François Mattei, d'éthique en général, d'éthique médicale en particulier. Peut-être il est bon que vous nous donniez une définition de l'éthique pour commencer. Oui, évidemment, vous avez raison de commencer par là, parce que c'est un terme qui est utilisé à tort et à travers, et tellement d'ailleurs que je crains, vous l'avez un peu dit en commençant, qu'il ne soit usé avant d'avoir vraiment servi. L'éthique, c'est un questionnement. Ça n'est pas une science avec un corps de connaissances qu'il conviendrait de posséder comme l'anatomie, la chimie, la géographie ou l'histoire. L'éthique, c'est un questionnement. Et pour bien vous le faire comprendre, je voudrais vous expliquer comment a ressurgi du fond des âges la notion d'éthique. Du fond des âges, c'est-à-dire que quelque part, il y a toute une tradition historique finalement. L'homme s'est toujours interrogé, et y compris au moment de la découverte du feu, sur l'utilisation qu'il allait faire du feu. Cuire ses aliments, c'est bien. Si c'est pour incendier et brûler son voisin, ça ne l'est pas. Et donc, on voit bien qu'on est déjà au cœur d'interrogations. Et je pense que l'interrogation éthique n'a jamais quitté l'homme. Car questionner, c'est chercher à trouver le bon chemin. Seulement, il y a des moments qui sont plus mouvementés que d'autres, comme dans toute navigation. Vous avez des mers calmes où l'éthique est oubliée parce qu'on n'en a pas besoin. On a ses repères, ils s'imposent d'eux-mêmes. Et puis, il y a des moments de tempête, des moments très agités, et on ne sait pas bien où est le cap. Or, il faut garder le cap. Et alors là, on cherche, et naturellement, l'éthique ressurgit et nous offre la possibilité de ce questionnement. Et si je vous dis ça, c'est parce qu'il n'aura échappé à personne que nous avons changé, il y a maintenant 5 ans, de siècle, qu'on a même changé de millénaire, que tout ça, naturellement, ça n'a aucun intérêt, mais que ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est qu'on est en train, sans s'en rendre compte, de changer de civilisation.
Ça, c'est un peu difficile à faire comprendre aux gens. Comment est-ce qu'on est en train de changer de civilisation? À l'échelle où on est, on ne voit pas toujours les choses On exactement voit pas comme les elles se choses, passent. On mais n'a je pas le vais recul. naturellement, parce que c'est la démarche du scientifique, y compris dans le cheminement éthique, il faut que je vous le démontre qu'on change de civilisation. Et à propos de deux éléments concomitants. D'abord, il est clair que le siècle qui vient de nous quitter, le XXe siècle, aura été un siècle de dupes. Ce siècle nous a trompés sur toute la ligne. D'abord, ça fera sourire ceux qui s'intéressent à l'histoire. Historiquement, il a commencé en 1917 avec la révolution soviétique Bien sûr. et il s'est achevé en 1989 avec la chute du mur de Berlin. Donc ce siècle nous a volé 30 ans. Mais dans les 70 ans qui l'ont bâti, on a vécu au rythme insensé d'une lutte idéologique entre deux idéologies qui nous faisaient croire que les valeurs passées ne valaient rien, qu'il fallait remiser la religion, les valeurs religieuses, les valeurs morales dans l'espace privé de nos foyers et de nos consciences propres, mais qu'on allait nous apporter des valeurs nouvelles. Bon, je ne vais pas vous faire un dessin, mais la chute du mur de Berlin a montré que l'une des idéologies ne répondait pas à la question d'un monde plus humain, et qu'entre de l'autre côté de l'Atlantique, on voit au cours d'une campagne présidentielle américaine que 40 millions d'Américains n'ont pas accès aux soins les plus élémentaires, on voit bien que ce modèle-là, basé sur l'argent, n'est pas non plus satisfaisant. Certainement. Sauf que quand ce siècle s'en va, il nous a privés de nos valeurs et ne nous en a pas apporté d'autres. Et donc l'homme n'a probablement jamais été aussi fragile. L'homme n'a jamais été aussi démuni. Je serais tenté de dire il est nu, car il ne sait plus très exactement les valeurs qu'il habite. Mais dans le même temps, deuxième élément pour le raisonnement, nous vivons la troisième grande révolution sociale des temps modernes. Il y a eu la révolution agraire, il y a eu la révolution industrielle, et nous sommes au cœur de la révolution scientifique. Je voudrais que ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, comprennent que l'homme est capable aujourd'hui de détruire la planète qu'il habite. Autrefois, on pouvait faire la guerre pendant 100 ans, mais on a arrêté 5 à 10 ans plus tard et il n'y avait plus de traces. Tout avait repoussé, tout s'était reconstruit, mais maintenant nous pouvons détruire la planète. L'homme n'a jamais été aussi puissant. Nous sommes capables déjà de modifier la nature vivante des espèces. On parle suffisamment des organismes génétiquement modifiés, mais si l'homme était cet organisme génétiquement modifié, l'homme est capable de se modifier lui-même. Il n'a jamais été aussi puissant. Et vous voyez que je vous disais, jamais aussi fragile, jamais aussi puissant. Ça veut dire simplement que nous devons trouver désormais cette ligne de crête, cet équilibre entre puissance et fragilité. Alors, c'est là que nous prenons conscience que les nouvelles connaissances que nous avons nous placent face à de nouvelles situations. Exemple, il y a 20 ans ou 30 ans, on ne parlait pas d'embryons congelés. Et quand vous parlez aux personnes les plus âgées de notre société, même si le sujet s'est un peu vulgarisé maintenant, en disant, d'après toi, qu'est-ce qu'il faut faire avec des embryons congelés? Stupéfaction. Le problème ne se posait pas. Est-ce qu'on peut faire de la recherche sur les cellules embryonnaires? La question ne se posait pas. Il y a donc de nouvelles situations. Et ces nouvelles situations nous obligent à faire de nouveaux choix. Or, ce qui est important, c'est que faire un choix, c'est exercer une liberté. Dès lors que vous avez la liberté du choix. Et nous ouvrons donc de nouveaux espaces de liberté. Mais j'ajoute qu'exercer une liberté, c'est assumer une responsabilité. Et que nous sommes donc détenteurs de nouvelles responsabilités. Et que pour terminer rapidement cette description, liberté et responsabilité, c'est ce qui fonde la dignité de l'homme. On est donc au cœur d'un système, nouvelles connaissances, nouvelles situations, nouveaux choix, et donc nouvelles libertés, responsabilités et dignité. Le cœur de ça, c'est le choix. Et le choix, il repose sur des questions qui se posent. Et c'est ça l'éthique. L'éthique, c'est le questionnement qui va nous apporter un choix. Et ce questionnement, il se fait à deux niveaux. Vous avez naturellement votre questionnement individuel.
Parce que chacun s'interroge dans sa conscience, avec les valeurs que j'ai reçues, l'éducation que j'ai reçue. Combien de gens disent avec l'éducation judéo-chrétienne que j'ai reçue, ou bien d'autres qui sont totalement athées, ou bien qui croient autre chose. Chacun a ses références. Et chacun donc va répondre d'abord en conscience. Moi, je suis pour ou contre l'avortement. Moi, je suis pour ou contre l'euthanasie. Et ça pourrait s'arrêter là. Sauf que nous vivons en société. Et qu'au-delà de l'interrogation commune, il nous faut trouver des règles pour une société dans laquelle les convictions ne sont pas toujours les mêmes. Autrement dit, l'éthique que vous vous forgez, vous, c'est une éthique de conviction, c'est votre conviction. Et puis après, il faut aller vers une éthique de responsabilité, c'est-à-dire celle qui va permettre de trouver un accord, probablement minimum, mais quand même, au-delà duquel on ne reconnaît plus une société comme humaine. Dans l'histoire, il y a eu de grands moments, de grands bouleversements, vous les avez évoqués, ou tout au moins certains d'entre eux. Est-ce qu'à chaque fois, on revoit ressurgir ces problèmes d'éthique? Est-ce qu'ils se posent aujourd'hui d'une façon plus aiguë qu'ils ne se sont jamais posés finalement dans le passé? Alors, je voudrais simplement rappeler que le fondement de la médecine hippocratique, c'est primum non nocere, c'est-à-dire d'abord ne pas nuire, et que c'est déjà un choix éthique. Et qu'aujourd'hui, quand on a l'éthique médicale qui se pose en termes d'expérimentation médicale, on voit bien que ce principe est revenu s'imposer. Mais vous avez raison de dire que l'éthique biomédicale a connu des périodes d'éclipse ou au contraire des périodes de plus forte présence. Cela dépend des moments. Au siècle dernier, quand Pasteur a injecté pour la première fois son sérum antirabique à ce jeune berger alsacien qui avait été mordu, il ne s'est pas encombré de questions éthiques. Et d'ailleurs, en l'occurrence, je pense qu'il a eu raison. Mais c'est pour vous dire qu'à l'époque, une époque d'ailleurs qui a été très controversée avec Alexis Carrel et d'autres, est-ce que c'était fondé, est-ce que c'était pas fondé? Ce qui est sûr, c'est que les expériences faites par les médecins nazis au cours de la dernière guerre, alors ça a vraiment apporté un bouleversement dans les consciences. Et que tout de suite après la Première Guerre, on a assisté au procès de Nuremberg. Et que le procès de Nuremberg a débouché sur le code de Nuremberg. Et le code de Nuremberg est désormais la référence première de tous les textes internationaux et nationaux qui, peu à peu, ont permis de revenir dans le champ de l'éthique et naturellement accompagnés par tous les progrès fantastiques de la médecine au cours du dernier demi-siècle. Donc, vous le voyez, c'est véritablement à partir de la Deuxième Guerre et des atrocités nazies que l'interrogation éthique médicale est revenue au premier plan. Des médecins pendant la guerre avaient été capables de se comporter d'une façon inhumaine. C'est ça, donc cette reconnaissance, si je puis dire, de l'éthique que l'on retrouve, ce respect à nouveau que l'on arrive à reformuler vis-à-vis de son prochain et dans le domaine médical particulièrement, tout ça évolue, tout ça change, mais aujourd'hui, en médecine, il y a de grands domaines de l'éthique médicale. Donc il y a, une éthique que l'on saucissonne un petit peu dans de grandes catégories. Quelles sont ces catégories? Je voudrais juste, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je ne voudrais pas laisser penser que l'éthique est l'apanage de la médecine. On pourrait très bien, et on aurait pu, parler d'éthique et d'environnement. On aurait pu parler d'éthique et télécommunication, et de nouveaux moyens de communication. Dieu sait si Internet nous pose des problèmes éthiques. Mais c'est quand même au cœur de la médecine qu'on trouve les interrogations les plus fortes. C'est là que la personne humaine réside, en fait. Oui, pour une raison très simple. C'est que le médecin s'adresse à la vie. Quand ai-je commencé d'exister? S'adresse à la souffrance. Est-ce qu'on peut supporter aujourd'hui que quelqu'un souffre? S'adresse à nos différences. Qu'est-ce qui fait que certains sont plus fragiles, plus vulnérables que d'autres, alors qu'ils sont pourtant réunis par une même humanité? Et puis, le destin. Est-ce que nos gènes inscrivent d'une manière irrémédiable le cours de ma vie? Est-ce que je peux y échapper?
quand on m'annonce que je suis porteur de tel gène qui inévitablement va m'apporter tel type de maladie, on peut en inférer, en élargissant le raisonnement, que si je suis porteur d'un gène qui me condamne à cette maladie-là, est-ce que je n'aurais pas un gène qui me condamnerait à être violent, qui me condamnerait à être de telle ou telle façon? Et puis enfin, c'est la mort. Confronté à la mort, est-ce que c'est une fin ou un passage? On voit bien toutes les interrogations qui sont sous-jacentes. Alors, petit à petit, s'est constitué le champ de l'éthique biomédicale. Ce champ, c'est d'abord celui du secret médical, le bon vieux secret médical, qui est, ça, déjà, qui est la pierre d'or, mais bien entendu. Sauf que maintenant que nous parlons de santé publique, que nous parlons de responsabilité partagée, vous dites à quelqu'un qu'il est séropositif, vous lui dites que naturellement, il faut avertir la personne avec laquelle il vit ou elle vit. Et si cette personne refuse, l'éthique vous dit que faire entre le respect du secret médical dû à mon patient et la non-assistance au partenaire en danger. On voit bien les questions profondes qui peuvent se poser. Et le secret médical aujourd'hui, avec en plus de cela la nécessité de faire des dépistages. Si vous ne voulez pas dépister 2 fois la même personne, il faut bien que vous ayez la référence de la personne. Or, elle peut avoir répertorié un jour au cours d'un voyage dans un hôpital, par exemple à Clermont-Ferrand, et puis être en vacances en région marseillaise, et puis être dépistée une 2e fois. Vous n'allez pas la compter 2 fois dans la statistique. Donc, il faut bien pouvoir la retrouver. Et donc, c'est tout l'équilibre entre l'identification, l'anonymisation, quel type de données. Bref, c'est un sujet majeur et qui n'a pas fini de nous poser question. Et puis, vous avez l'expérimentation humaine dont je parlais tout à l'heure. Parce qu'on peut toujours faire toutes les expérimentations de nouvelles molécules, de nouvelles techniques, de nouveaux appareils, prothèses ou autres, sur des matériaux de laboratoire. On peut cultiver tout ce qu'on veut en laboratoire. On peut essayer sur des petits animaux et puis des modèles grandissants, sur des primates. J'ai visité la semaine dernière, au cœur du Gabon, à Franceville, un centre de primatologie extraordinaire sur lequel on travaille pour les vaccins contre le sida. C'est magnifique. Sauf qu'un jour, quand on aura un vaccin qui aura probablement fait ses preuves chez le sida, il faudra dire maintenant il faut passer chez l'homme. Et il y a un moment où il faut passer chez l'homme. On l'a vu avec la thalidomide, ça n'a pas été simple. Rien, aucun effet chez l'animal. Vous passez chez la femme enceinte le prend parce qu'on le lui prescrit, en principe en toute sécurité, et près de 20% des enfants mis au monde n'ont pas de bras. Donc l'expérimentation. Et puis la transplantation d'organes. La transplantation d'organes. Il faut des organes pour greffer. Et on les prélève comment? Sur qui? Mort ou vivant? Et si c'est la mort, quelle est la définition de la mort? Et comment est-ce qu'on peut s'assurer de la volonté de celui chez lequel on va greffer? Est-ce qu'il y était hostile? Est-ce qu'il y était favorable? Est-ce qu'il a manifesté sa volonté? S'il ne l'a pas manifesté, que doit-on faire? Que doit-on dire? On passe outre? Est-ce qu'on donne la priorité aux malades ou est-ce qu'on respecte le mort? Bon, ensuite, vous avez des organes, mais pas assez pour tout le monde. Comment vous choisissez ceux qui vont faire l'objet d'une greffe? Vous prenez les plus jeunes parce que le greffon sera plus rentable longtemps? Vous prenez les plus graves au risque d'avoir un gaspillage parce que le succès est moins garanti? Est-ce que vous greffez au contraire ceux qui sont les moins malades parce qu'on aura de bons succès, donc c'est bien, ça va durer plus longtemps? Est-ce qu'on greffe les plus graves pour éviter qu'ils meurent demain? Mais alors, et les autres? Vous les laissez de côté? Est-ce que tout simplement on fait un ordre de priorité en fonction de la date d'inscription sur une liste d'attente? Mais ça veut dire quoi? Et donc tout ça est une discussion permanente. Tout ça est une discussion permanente. Enfin, la génétique et la procréation ont ouvert des horizons fantastiques. Bien sûr. Nous sommes un couple stérile, nous voulons des enfants. Il y a des dons de sang, il y a des dons d'organes. Pourquoi il n'y aurait pas de dons de sperme, de dons d'ovules? Et puis après tout, si nous ne pouvons pas porter cet enfant, pourquoi est-ce qu'une femme ne porterait pas un enfant pour nous? Il y avait bien des nourrices qui nourrissaient autrefois. Est-ce qu'on n'aurait pas des gestantes qui porteraient pour nous 9 mois en nous remettant l'enfant à la naissance? C'est tout le problème des mères porteuses. Et puis, à qui réserver ces techniques? À ceux qui sont vraiment stériles ou à ceux qui veulent profiter de ces techniques médicales pour, par exemple, avoir des embryons congelés qu'on décongèlera le moment venu. Par exemple, on est star de cinéma, on est mannequin, on ne veut pas de grossesse immédiatement, mais donc on sait qu'il vaut mieux quand même avoir des ovules assez jeunes pour avoir un meilleur résultat garanti, si je puis dire. Je le présente un peu sous la forme de boutade, mais c'est bien ça.
Est-ce qu'on est autorisé, par exemple, à concevoir un enfant et en s'assurant pendant la grossesse qu'il permettra de greffer l'enfant qu'on a déjà et qui est malade, qui ne peut être guéri que par une greffe et que personne dans la famille n'a de tissu compatible? Est-ce qu'on peut fabriquer un enfant pour en sauver un autre? Le fameux enfant médicament. Bien sûr. Voilà toutes ces indications. Puis enfin, le diagnostic prénatal. Diagnostic prénatal. Est-ce qu'on a le droit de considérer qu'un examen en cours de grossesse va nous permettre d'accepter dans la communauté des hommes ceux qui sont normaux, ceux qui vont apporter toutes les joies prévues, espérées, en rejetant ceux qui ne seraient pas conformes? Mais Ou tout simplement ceux qui n'auraient pas le bon sexe, par exemple. Oui, mais conforme au choix des parents, j'entendais. Bien sûr. Est-ce qu'on a le droit, avant la naissance, d'appliquer une sélection, selon des critères à définir d'ailleurs, alors qu'après la naissance, nous refuserions toute discrimination? Comment peut-on imaginer la réaction des personnes handicapées en se disant que finalement, elles sont là, mais on doit mal les regarder parce que si on avait pu savoir avant qu'elles ne naissent, elles ne seraient pas là? Notre monde s'interroge en permanence là-dessus. C'est ça le fond de l'éthique médicale et bien d'autres sujets encore. Donc pourquoi légiférer? En fait, en posant toutes ces questions, on comprend les réponses et la nécessité, mais peut-être il est bon de dire un mot justement sur le fait qu'il est nécessaire de le faire. Eh bien, à un moment, le législateur doit essayer de faire la synthèse des éthiques de conviction pour définir une éthique de responsabilité commune dans une même collectivité nationale. Mais est-ce que le bon sens, malgré tout, ne fait pas partie de cette réflexion? Mais comment voulez-vous faire confiance au bon sens quand vous voyez que certains médecins d'un pays voisin nous font accoucher des femmes de 67 ans? Comment peut-on faire confiance quand on voit qu'on commence à parler de clonage humain en Corée du Sud, alors que notre monde est un village? Comment peut-on faire confiance? Non, il n'y a pas malheureusement de bon sens toujours. La majorité des praticiens, la majorité de la population, naturellement, est toujours ancrée à ses valeurs traditionnelles, toujours respectueux de ce qui apparaît le mieux. Encore que, au moment où on prend une décision concernant un couple, qui parle par anticipation pour l'enfant dont il est question? Qui est le défenseur ou l'avocat de l'enfant? En disant, moi, vous êtes bien gentil, mais je ne sais pas si j'aimerais être un clone. Vous êtes bien gentil, mais moi, je ne sais pas si j'aimerais avoir une maman de 67 ans. Et que ce débat doit avoir lieu. Et en définitive, ce sont les médecins qui, après beaucoup d'errements, de questionnements eux-mêmes, nous ont dit qu'il faut légiférer. Bien sûr, maintenant, ils trouvent quelquefois qu'on a été trop strict, mais ils nous ont dit on est obligé d'avoir recours à une loi. Pourquoi? Parce que c'est une interrogation essentielle pour le médecin. Est-ce que le médecin a l'obligation morale de répondre à toutes les demandes qui lui sont faites au motif qu'il possède la technique? Il a sa conscience propre, le médecin. Oui, mais attendez, vous le transformez en juge pour le coup. Oui, bien sûr. C'est ça. Si le médecin n'a pas la possibilité de refuser la demande qui lui est faite, après tout, c'est un client, je dis client parce que c'est plus un patient, qui vient vous voir et qui vous dit « Ma femme et moi, nous voulons un enfant dans telle et telle condition, vous savez le faire, faites-le ». Le médecin, s'il accepte ça, il devient prestataire de service. Donc il n'est pas satisfait de cela. Mais alors, il dit « Mais non, mais non ». Mais s'il lui dit non, mais que le médecin d'en face dit oui, ça ne va pas non plus. Et donc, il faut bien trouver un écheveau commun. Et le médecin va dire, écoutez, non, dans ce pays, il y a des lois qui disent que... Alors, je sais bien ce que tout cela peut avoir de contraignant parfois, d'effectif, d'éphémère, même inefficace dans la mesure où il suffit de passer une frontière pour que les choses ne soient pas tout à fait les mêmes. Mais je persiste à dire que comme on l'a fait pour l'interruption de grossesse, comme on l'a fait pour la peine de mort, il faut savoir de temps en temps rassembler une communauté nationale autour de valeurs communes. Et puis après, si les gens voyagent, ils font ce qu'ils veulent. On ne peut pas non plus vérifier tout le monde. Il ne s'agit pas de mettre un gendarme dans chaque alcôve. Les gens vivent leur vie, mais la communauté française, la solidarité, l'assurance maladie, qui intervient parfois pour prendre en charge, doivent limiter le champ de l'exercice de la médecine et selon des critères qui ont été établis après 15 ans de réflexion
Parce que le Comité consultatif national d'éthique a été créé en 1983, la première législation en 1994, et nous venons de la revoir en 2004. Ce qui veut dire que pratiquement 21 ans après l'apparition du comité d'éthique, on a des règles dont nous avons prévu qu'elles soient régulièrement revues, corrigées, assouplies ou resserrées, parce que je crois que c'est indispensable. De toute façon, c'est un processus qui est complètement dynamique, vous l'expliquiez tout à l'heure, donc vous serez amené à les revoir et à les revoir, j'allais dire, éternellement. À un moment ou à un autre, la société va changer, les questions vont se poser différemment. Aujourd'hui, l'enfant médicament est une question qu'on se pose. Peut-être que demain, cette question se posera autrement. La recherche sur les cellules d'embryon se pose d'une certaine façon et peut-être que demain, on aura un point de vue qui aura changé. Vous serez obligé d'y revenir. C'est un des dangers de l'éthique, c'est de vouloir trop rapidement fixer des règles pour des techniques qui d'elles-mêmes deviendront obsolètes en quelques années. La difficulté dans la législation de l'éthique, et croyez-moi, je la ressens profondément, c'est quand légiférer. On ne peut pas légiférer trop tôt, sauf à valider par avance des techniques qui peut-être n'auront plus leur utilité. Et si on légifère trop tard, on est appelé à entériner une pratique qui s'est établie de fait et sur laquelle vous ne pouvez pas revenir. Donc c'est quelque chose qui est d'une très très grande difficulté, devant laquelle il faut rester très très modeste, très humble. On apporte sa contribution. Alors comment on fait pratiquement, vous qui êtes entre guillemets le père de la bioéthique, si je puis dire, comment vous avez fait? Vous avez réuni un certain nombre de médecins, de philosophes, de gens autour de vous qui ont réfléchi avec vous à ces problèmes? J'ai entendu des centaines de personnes en tête à tête. J'ai animé des groupes de travail de 20-30 personnes, quelquefois plus petits. J'ai contribué pendant 5 ans au Conseil de l'Europe, au Comité international de bioéthique en Europe. J'ai participé pendant 5 ans aux travaux du Comité consultatif national d'éthique. Et désormais, je peux dire que je fréquente et je participe à tout un cercle de sociétés ou de groupes qui réfléchissent à ces questions. Il n'y aura pas d'arrêt. Il y aura simplement une évolution et peut-être que de nouveaux sujets apparaîtront. Et j'en vois un qui apparaît. C'est l'éthique. Donnez-nous le scoop. L'éthique, si non, oh, c'est pas un scoop. Pardonnez-moi, je plaisante. C'est l'éthique concernant le grand âge. Tout le monde comprend que notre société n'a pas encore réalisé les problèmes sociaux, médicaux et humains que pose l'apparition des gens qui sont d'un très grand âge. On l'a d'ailleurs vu avec le problème de la canicule, tout le monde le sait. C'est à cette occasion qu'on a découvert qu'il y avait autant de personnes qui avaient passé 90 ans, qui avaient passé 100 ans, que ces personnes-là avaient des besoins spécifiques et que, de même qu'on avait créé la pédiatrie parce que les enfants ne réagissent pas de la même façon à la médecine, il fallait créer la gériatrie parce que les personnes très âgées ne réagissent pas de la même façon. Mais ça existe depuis un certain temps, la gériatrie, quand même. Oui, mais pas cette gériatrie-là, parce que jamais on a eu une population aussi âgée et donc aussi fragile, et qui pose des problèmes de dépendance, qui pose des problèmes de perte de repères. La maladie d'Alzheimer est en train de s'imposer aujourd'hui comme un vrai sujet de réflexion, et que l'éthique est fondamentale à ce niveau-là. L'éthique médicale, on comprend à quoi ça sert finalement, puisqu'il faut bien faire ses choix et qu'il faut bien s'entourer avec des médecins, des chercheurs, des philosophes, des penseurs, disons, de personnes qui vont pouvoir justement imaginer la voie qui est la plus juste, la plus respectueuse et qui est susceptible dans le temps d'évoluer avec la société. Mais ces questions d'éthique médicale et ces lois que vous faites, que vous promulguez, que vous suggérez, finalement, elle crée derrière tout un climat de procès, de tribunaux. Alors, qu'est-ce qu'il en est exactement? Mais il en est qu'en principe, au contraire, les lois diminuent cela. C'est quand il n'y avait pas de loi qu'il y avait des procès pour jurisprudence. Et que quand une première femme a demandé à ce qu'on lui transfère les embryons congelés alors que son mari était mort d'un accident de voiture, il n'y avait pas de loi. Et c'est la Cour d'appel et puis la Cour de cassation qui ont finalement tranché. Je vous rappelle encore que quand une veuve a demandé à être inséminée avec le sperme de son mari défunt, un premier tribunal pour une première veuve a dit oui, ça vous appartient. Et un deuxième
c'était à Créteil, le deuxième à Toulouse, à quelque temps de là, a dit non, vous n'y avez pas droit. Et donc les jurisprudences contradictoires, ça n'allait pas. Sur des sujets pareils, on ne peut pas décider à la godille jusqu'à ce qu'un équilibre juridique s'établisse. Et les juristes, qui étaient éminemment méfiants au regard du législateur et des médecins, et du législateur médecin, disaient « mais non, vous vous occupez pas, on va y arriver », ont été à un moment donné quand même vraiment inquiets et soucieux de voir la rapidité des progrès. Ils ont dit « jamais on n'arrivera à suivre ce rythme, remettons les pendules à l'heure ». Et donc je crois au contraire que les lois sont là maintenant pour bien clarifier ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas, laissant toujours la place à des contestations, mais c'est bien cela. Grâce à la loi, les choses sont plus claires puisque les choses qui sont permises, autorisées, sont écrites. Ils ne sont pas discutées. Et donc il n'y a plus de sujet à discussion en quelque sorte. Vous voyez, ce qui est très important pour terminer peut-être, c'est que le questionnement éthique nous conduit à nous interroger sur ce qui est plus humain. Ce qu'il faut, c'est échapper au piège des techniques et échapper au progrès scientifique pour le progrès. La médecine est devenue une science, mais elle demeure d'abord un art. C'est-à-dire qu'elle est d'abord, dans son essence, un rapport humain entre celui qui souffre et celui qui peut-être soulager. Et que l'éthique est là pour rappeler ce rapport essentiel, ce rapport humain. Mais quel avenir donc pour l'éthique médicale ? Eh bien, c'est un avenir qui, je crois, va remettre la médecine, qui avait eu tendance un peu à l'oublier par moments, va la remettre sur les chemins de notre humanité et va vraiment la ramener à cela, au contact humain. D'ailleurs, j'observe que quand les prêtres disparaissent, ou les rabbins, ou les imams, ils sont remplacés par des gourous, lorsque les médecins échappent à ce besoin de rapport humain privilégié, d'intimité, de confidence, ils sont remplacés par des guérisseurs de tout poil. Et qu'il y a un rôle fondamental dans la médecine, et qui n'existe nulle part ailleurs sans doute, sauf pour les religieux. Les sociétés humaines ne peuvent pas vivre sans médiateurs. Et il y a deux types de médiateurs. Il y a les religieux qui sont le médiateur entre l'homme et Dieu, et les médecins qui sont les médiateurs entre l'homme et lui-même. C'est-à-dire que l'homme a besoin de parler de lui à quelqu'un qui lui renvoie le pourquoi de sa souffrance, le pourquoi de son mal-être, le pourquoi de son existence. Les médecins ont toujours été en quelque sorte des confesseurs, mais d'un mode particulier. Je crois qu'il faut qu'ils réapprennent à prendre le temps d'écouter, d'entendre et d'aider. C'est un rapport humain, et la médecine, c'est d'abord un rapport humain. Jean-François Bataille, je vous remercie pour toutes ces réponses et ces précisions sur l'éthique médicale. Je pense qu'on se retrouvera demain avec un autre numéro de questions d'éthique sur l'espace éthique méditerranéen que vous présidez. Et je tiens à préciser que cette émission est coproduite avec l'espace éthique méditerranéen. Donc à demain sur Questions d'éthique. Au revoir.